Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Adrien Abosi. Et là, évidemment, on passe aux questions des métanautes. Alors, beaucoup de questions, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Je précise, puisque vous avez tous remarqué maintenant la petite nouveauté, puisque les questions apparaissent à l'écran, faites un effort quand même pour la syntaxe, pour l'orthographe, pour le bien de la langue française. Arrêtez de massacrer la langue française, s'il vous plaît. Pitié. Pitié pour d'autres langues, parce que voilà, et faites un effort, parce que sinon les coupables seront cités en place publique. Voilà, en tout Parler cas. et écrire français correctement est un acte de résistance. Voilà, alors, au moins ce sera dit. Alors j'ai commencé par une question, justement, on me dit: que pense Adrien de l'idée suivante de Francis Cousin: quand le capital aura tout détruit, il s'érigera sur ses ruines une communauté semblable à la communauté organique d'avant la révolution néolithique, c'est-à-dire sans religion, sans Dieu. Parce que selon Francis Cousin, Dieu a été inventé pour faire cohabiter humanité et argent, pas d'argent, pas besoin de Dieu, selon lui. Je pense que Francis Cousin est quelqu'un de très intéressant, Ouais. vraiment très intéressant. Il a une véritable... il a un logiciel vraiment très intéressant, mais c'est pas le mien, si tu veux. C'est-à-dire qu'il a un logiciel qui est matérialiste, essentiellement. Et moi, j'écoute avec beaucoup d'intérêt Francis Cousin, je te le dis, vraiment. Mais je partage pas ses conclusions. Je ne partage pas ses conclusions, je suis un petit peu plus eschatologique, si je puis dire. Je pense pas que Francis Cousin évoque une société sans religion et sans Dieu. Je pense pas qu'il aille aussi loin. Pour ce qui est un retour à la communauté organique, je dirais que l'histoire n'est pas rétroactive. Donc l'histoire va toujours vers l'inédit, mais un inédit qui s'inspire du passé. Et nous, dans les solutions que nous aurons à trouver pour que cette république infâme disparaisse, s'inspireront du passé, à certains égards, c'est quand je t'évoque la scission dans les élites, etc., etc. Mais il y aura aussi une dose d'inédit qui fera que nous emprunterons un chemin inédit. Donc il y aura une solution originale. Voilà. Après, on peut pas me demander de lire l'avenir. Oui, Je suis pas capable. Mais en tout cas, moi, ce pourquoi je me bats, c'est une France enracinée qui a renoué avec son héritage spirituel. D'accord. Alors, on me dit: Adrien a évoqué une anti-France au pouvoir. À qui a profité cette anti-France? Est-elle encore au pouvoir? Que pense l'invité du monde politique actuel et a-t-il des affinités pour certains partis? Il y a plusieurs questions. Écoute, pour savoir à qui a profité cette anti-France, il y a un ouvrage fondamental à lire. Un ouvrage en 5 tomes qui s'appelle « Les responsabilités des dynasties bourgeoises » de l'historien Emmanuel Baudelhomény, qui est un dissident d'Action française. C'est un ouvrage qui m'a profondément marqué, que je relis régulièrement, parce que déjà, niveau travail historique, niveau information, c'est... Dire que c'est exceptionnel, c'est un euphémisme. C'est un chef-d'œuvre. Cet ouvrage est absolument un chef-d'œuvre, et en plus, c'est super bien écrit. Baudelhomény a un très beau style. Et donc, à qui a profité cette anti-France au pouvoir? C'est à cette élite révolutionnaire, à cette bourgeoisie qui a émergé avec la Révolution. Baudelhomény en parle beaucoup mieux que moi, et je renvoie les gens à ces ouvrages. C'est cette bourgeoisie qui est d'origine, cette bourgeoisie d'avocats, de procureurs, de juges issus de l'Ancien Régime, et une minorité parmi ces gens-là ont su profiter de la guerre pendant la Révolution, de la spéculation sur les assignats, etc., pour se créer des fortunes et pour mettre la main sur les moyens de production français. Donc c'est cette bourgeoisie révolutionnaire, si tu veux, qui a profité et qui a prospéré, et qui prospère aujourd'hui encore. Et encore, parce que bien sûr, il y a encore un héritage de ces gens-là jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr que oui, mais si tu veux, toutes ces dynasties bourgeoises, c'est ça qui est intéressant avec Baudelhomény, c'est qu'il te balance les noms, il te dit un tel c'est le fils d'un tel, un tel c'est le fils d'un tel, et compagnie, si tu veux. C'est Pierre Hillard de l'époque, oui, si j'ose dire. on peut voir ça comme ça. Mais tu vois par exemple que, parce qu'aujourd'hui, en gros, les gens fantasment sur la finance juive. Attention, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que Rothschild n'existe pas. Mais si tu prends l'émergence de la finance en France, tu vois que c'était surtout des protestants. C'était des protestants ou des Suisses arrivés en France pendant la période de la Révolution.
Tu vois, c'est intéressant. Attention, Rothschild en France a une influence. Je crois que la Société Générale a été co-créée par Rothschild avec un fonctionnaire sous Napoléon III. Donc ça existe. Mais la réalité, c'est pour ça que je te dis, en tant qu'avocat, il faut aller voir les dossiers et quels sont les éléments factuels du dossier. Mais donc nous avons cette bourgeoisie issue de la Révolution qui ensuite a coexisté avec des éléments de la noblesse qui se sont, passe-moi l'expression, refait la cerise sous la Restauration, parce que tu sais que sous la Restauration a été votée la loi dite du milliard des immigrés, où on a indemnisé les familles nobles qui avaient été dépeuplées, pas dépeuplées, mais qui avaient été dépossédées pendant la Révolution. Et les nobles les plus malins d'entre eux se sont reconvertis dans l'affairisme. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la bourgeoisie française, tu vois beaucoup de particules. Tu vois. Mais donc il y a eu cette espèce de coexistence entre cette bourgeoisie révolutionnaire et cette noblesse reconvertie à l'affairisme jusqu'au XXe siècle. Et à partir du XXe siècle, elles ont commencé vraiment à se marier entre elles et à se fondre. Et donc voilà, tu vois. Alors pour ce qui est de la fameuse finance juive dont on parle tout le temps, il y a une part de réalité là-dedans. Ça a commencé à émerger sous Napoléon III avec Foulques qui a financé le coup d'État de Napoléon III, avec Rothschild aussi qui est arrivé vraiment en force sous le Troisième Empire, notamment via la guerre de Crimée, puisque Rothschild était le seul à pouvoir convertir les monnaies sur place. Enfin, tu vois, il y avait une histoire de conversion de monnaie. Mais ne voir que cet élément de se focaliser sur la finance juive quand on parle de l'oligarchie française, c'est du délire. C'est du délire. Et Baudelomény l'explique bien mieux que moi. Et Baudelomény t'explique que quand il y a eu, tu sais, les critiques de la finance juive fin du XXe, via Drummond et compagnie, il disait les dérives qui étaient pointues du doigt n'étaient pas forcément fausses, mais ce n'était qu'une partie de la réalité. Tu vois. Et Baudelomény, je peux te dire que les mecs, ils les alignent à part un, hein, les mecs, les bourgeois qui ont saboté l'intérêt général de la France. Il est de quelle époque, cet auteur? Alors, c'est un dissident de l'Action française, donc tu vois, sa date de naissance précise, je pourrais pas te la donner, mais il est mort dans les années 70. Ah, donc il est bien à la fin du 19e plutôt, ouais, début 20e, ouais, début 20e, 20e, début 20e, tu vois, il a fait, début 20e. Et, enfin moi, c'est un ouvrage qui m'a profondément marqué, je crois qu'il est dans le top 10 des ouvrages, non, je te parle pas de littérature, hein, mais qui m'ont marqué. Donc voilà. Et ce qui est très intéressant, donc, c'est ce concept de dynastie bourgeoise. Il évoque aussi les actionnaires de la Banque de France. Et il faut savoir que, tu sais, les actionnaires, les fameuses 200 familles, c'était une référence aux 200 actionnaires de la Banque de France. Donc parmi ces actionnaires de la Banque de France, tu avais des banques, tu avais des sociétés d'assurance et compagnie, mais tu avais aussi ce qu'on appelle en droit des personnes physiques, pour se faire comprendre, des oligarques. Et notamment, tu avais par exemple la famille Chaudron de Courcelles. Tu connais la famille Chaudron de Courcelles? Non, pas du tout. Eh ben, c'est la famille de Bernadette Chirac. Chaudron de Courcelles, c'est le nom de jeune fille de Bernadette Chirac. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas entendu ça. Bah, et voilà, c'est pareil, tu vois, la femme de Giscard, dont j'ai oublié le nom, appartient à une dynastie bourgeoise. Oui, tout à fait. Ouais. Ernest Fontaine-Cellière est le lointain descendant des Vindel. Donc oui, tu vois, qui fait partie des dynasties bourgeoises. Et puis aussi son arrière-arrière-grand-père baron, qui était aussi... qui avait participé sur la fameuse expédition d'Algérie aussi. Alors ça, je sais pas. Je t'avoue que... C'est dans le livre de Pierre Péon que j'ai lu ça. Il y a une banque française qui s'appelle... c'était 3 dynasties protestantes. C'était Schlumberger, Neuflize, et il y en avait une troisième mais que j'ai oubliée. C'était Schlumberger... Enfin bref, j'ai oublié. Mais tu vois, il y a cette banque aujourd'hui... c'est l'héritière de... c'est Malais, voilà. Tu vois, c'était 3 dynasties protestantes qui ont acquis des parts à la Banque de France en 1800. Et aujourd'hui, on en voit l'héritage. Parce que tu sais, il y en a qui nous disent que Napoléon a muselé l'argent. Mais arrêtez de rêver, les mecs. Napoléon était le commis de ces gens-là. Napoléon, dès qu'il arrive au pouvoir, il fait la Banque de France. Oui. Il fait ça, et il donne les pleins pouvoirs à ces mecs-là. Ce que dit Guillemin, d'ailleurs. Donc, mais Guillemin pompe Baudelomény, mais il ne le cite jamais. Ah non, mais c'est du 100%, là, c'est du copier-coller, là. Et comme Guillemin a une horreur de la droite, et de l'Action française, et comme Baudelomény vient de l'Action française, ben, c'est interdit de le citer. Ah, d'accord. Mais si vous voulez vraiment connaître la genèse de la bourgeoisie révolutionnaire, de la bourgeoisie progressiste, lisez Baudelomény et lisez Henri Coston. Henri Coston qui a été diabolisé parce qu'il était un peu antibiotique, c'est pas totalement faux, mais la question n'est pas là, la question de savoir si ce qu'il dit est vrai et juste. Et d'ailleurs des gens du système et de l'université, comme Simon Epstein par exemple, comme Pierre Assouline, qui nous disent bah Coston, c'est vrai qu'il est un peu sulfureux, mais ce qu'il balance n'est pas totalement faux.
Voilà. Donc, et je dénonce je connais une librairie qui vend du Coston, et un présentateur télé qui était à France 5 longtemps, un peu fort, je ne donne pas de nom, a acheté l'intégrale de Coston. Tu vois, non, putain, d'accord. Pas Moretti, mais bon, je dis ça comme ça. Voilà, au pif, tu vois. Donc, Coston, c'est pas que de crédit. Donc, lisez Baudelaire et lisez Coston. D'accord. Alors, on me dit, Adrien Abosi a-t-il des conseils pour organiser la résistance depuis la Belgique? Oui, qui est un pays très jeune et qui a des années-lumière du réveil français. Alors le problème en fait, moi le conseil que je donne aux Belges, c'est de se rattacher à la France déjà, puisque moi je suis pour l'annexion de la rive gauche du Rhin, de toutes les terres jusqu'à la rive gauche du Rhin, sauf la Hollande. À la Sarre et tout, vous savez. Ah ouais, moi je suis un peu énervé. Ah bon, d'accord, la Belgique, la Hollande et la Sarre. C'est pas demain la veille. Mais en fait, bon, je vais te dire, je connais pas la réalité de la Wallonie, donc c'est très difficile pour moi. Le conseil que je leur donne quand même, c'est de tout faire pour se rattacher à la France. Les rattachistes, parce que là-bas il y a un mouvement rattachiste. Tout à fait, ouais. Et surtout, bon, les Flamands ne veulent plus vivre avec vous, donc soyez sérieux. Après, le problème, c'est que la Wallonie est devenue un dépotoir. Tu vois, et en fait t'as l'immigration-invasion et tu as la mafia socialiste, quoi. Mais bon, de toute façon c'est pas demain la veille, et le jour où on pourra rattacher la Wallonie, c'est qu'on aura fait les ménages en France et qu'on aura les moyens de faire les ménages de là-bas aussi. D'accord. Alors, on me dit, monsieur Abosi, comment ne pas comprendre les mouvements de population sud-nord, sachant que le clivage qui existe depuis des années, les richesses et la prospérité du Nord n'est plus à démontrer, compte tenu du climat actuel, des révélations de Wikileaks et autres sur la prise de contrôle des USA sur le Maghreb programmée depuis longtemps, comment ne pas comprendre la fuite des Syriens? N'est-ce pas simplement la suite logique qui peut être encadrée par des passeurs frauduleux mais légitimes en soi? Non, pour moi ce sont des déserteurs. Et par exemple, on évoque le Maghreb, mais moi enfin, si tu veux, je suis pas très fan de Danton, mais il disait qu'on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Ben voilà. Moi, je suis quelqu'un d'enraciné, si tu veux, et je ne peux pas comprendre qu'on quitte son pays. Attention, on peut le quitter pour de véritables motifs impérieux. Je dis pas que tous les Français qui partent à l'étranger sont des connards. C'est pas du tout ça mon propos. Quand tu trouves pas de boulot en France et que tu galères et que tu pars à l'étranger, je peux le comprendre. La différence, c'est que le Français qui part à l'étranger, il n'est pas au crochet de la société dans laquelle il va. C'est la petite différence. Et l'autre différence, c'est que il ne dépersonnalise pas le pays où il va, parce que il n'y a pas 15 millions de Français, si tu veux, dans un territoire. Mais non, moi, les réfugiés syriens qui parfois ont des têtes de Pakistanais, hein, n'est-ce pas, ou noirs, hein, des Syriens noirs, je ne savais pas que ça existait. On nous dit il fuit la guerre, mais ça s'appelle comment quelqu'un qui fuit la guerre? Je veux dire, c'est comme si quand les Allemands nous ont attaqués en 14-8, les Français s'étaient barrés aux États-Unis. Enfin, je veux dire, non. Moi, je ne les comprends pas. Alors, je dis pas que on n'a pas foutu la merde chez eux, et je ne dis pas que c'était judicieux de notre part de le faire, mais ça ne justifie pas notre invasion en retour. Et moi, je pense, j'ai pas un logiciel de gauche, je pense aux intérêts de la France. Je pense égoïstement aux intérêts de la France. De toute façon, aussi peut-être à préciser, mais est-ce que toi t'es pour ou contre ces guerres-là Ah non, mais c'est une connerie. Si tu veux, c'est avoir armé Al-Nosra, le Front al-Nosra, voire même l'État islamique, puisque apparemment on retrouve des armes françaises chez eux. Tout à fait. Mais c'est une folie. Voilà. C'est une folie pure. C'est ça la folie de départ, qu'on a des dirigeants complètement fous. Et je serais tenté de te dire, la mission chrétienne et la mission française auraient été d'aider Bachar el-Assad à botter le cul une bonne fois pour toutes de ces gens-là. Évidemment, c'était une folie. Ce qu'il faut faire, moi, c'est très simple, c'était conserver des États-nations qui avaient beaucoup de défauts, mais qui assuraient une certaine stabilité. Voilà, donc, oui, parce que c'est ça. Et puis aussi, il y a les principes de souveraineté. Je pense que toi, tu t'attaches à ces principes-là. C'est pas à nous de décider l'avenir des Syriens, bien sûr, bien entendu. L'avenir des Libyens, l'avenir des... Quand François Hollande attaque Bachar el-Assad, et Dieu sait si je suis pas pro-syrien, voilà. Mais je trouve ça répugnant. Parce que c'est au peuple syrien de décider si Bachar doit être au pouvoir ou pas. Ce n'est pas à toi, espèce de minable de Hollande. Ce n'est pas à toi de le décider. D'autant plus qu'il semble que Bachar ait plus de gens favorables dans son pays que Hollande ici. Hein, c'est pas impossible. C'est pas très dur aussi d'ailleurs. Ouais. Alors, on me dit,
Bonsoir, monsieur Abozi. Vous parlez du sujet des migrants. Savez-vous que l'Allemagne a besoin pour les 10 prochaines années de 8 millions de travailleurs pour leur économie? Est-il possible que ce soit également la mainmise du patronat dans cette malheureuse affaire des migrants? Je crois pas, parce que déjà, tu sais que les économies européennes sont de plus en plus désindustrialisées, et donc, si tu veux, cette manœuvre peu qualifiée, on en a de moins en moins besoin. Au contraire, la croissance européenne est tirée par ce qu'on appelle, tu sais, les métropoles. Ouais. Tu vois, donc c'est des espèces de grands espaces urbains avec une demande de qualification très élevée. Et les migrants urbains, pas plus que comme le croyait M. Raffarin, les migrants ne vont revitaliser les campagnes françaises. C'est pas les migrants syriens qui referont l'Allemagne. Il faut arrêter de délirer, parce que les migrants, ils sont pas allemands. Ils n'ont pas l'anthropologie allemande et ils ne peuvent pas faire Allemagne. Tu vois ce que je veux dire? De même qu'ils ne feront pas France, parce qu'ils ne sont pas français, parce qu'ils n'ont pas en eux cette anthropologie. Ouais, parce que c'est vrai, quand même, qu'il y a un grand problème. Alors ça, c'est... on en parle souvent, mais c'est vrai que c'est ce problème de démographie auquel est confronté l'Allemagne. Écoute, bon... Peuple allemand... Je vais pas te mentir, En tant que Français, ça ne me dérange pas que l'Allemagne voit sa population baisser. L'Allemagne peut être un peuple ami, mais c'est aussi un peuple rival, faut pas se mentir. Donc, si l'Allemagne voit sa population baisser, moi je te le dis franchement, moi ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas. Mais tu sais, la solution pour que cesse cette espèce d'abcès démographique, elle est simple, c'est faire des enfants. Et comment faire des enfants? Je vais te le dire de façon très simple. Il faut se rechristianiser. Parce qu'en France, il y a une concomitance entre la déchristianisation et la baisse de la natalité. Et le baby-boom, bizarrement, recommence sous Vichy. Époque où on remet la mère au centre où on revalorise, si tu veux, le rôle de la mère. Donc il faut revaloriser... il commence pas après la Seconde Guerre mondiale, comme on dit? Non, c'est pendant. D'accord. Donc si tu veux, il faut revaloriser le rôle de la maman, le rôle de la mère. Et cette revalorisation, j'y reviens toujours, passe par le retour à notre héritage spirituel. C'est évident. C'est évident. Alors, on me dit, l'invité est-il pour la peine de mort? Alors, je vais te dire, longtemps, j'ai pensé que c'était une question vraiment secondaire. Et en fait, je me rends compte que non, que c'est une question absolument capitale. Parce qu'en fait, l'existence ou non de la peine de mort atteste du degré de croyance en Dieu dans une société, en vérité. Ah oui. Bien sûr que oui, parce que pourquoi la peine de mort est impossible dans une tête de Charlie, et pourquoi la peine de mort est une infamie pour un Charlie? Parce que la peine de mort, c'est ce qui te permet d'arrêter de jouir sans entrave. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans la tête d'un chrétien, écoute, non, la peine de mort, déjà la mort, entre guillemets, n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un au-delà, donc la vie ne s'arrête pas. Longtemps j'ai été contre, mais à l'instar de la corrida, je suis pour. À l'instar de Michel Sardou, je suis pour. Très bon morceau de Michel Sardou. Aujourd'hui, je suis pour la peine de mort. Et tu sais, j'aime beaucoup les couvertures de ce qu'on appelait le Petit Journal. C'était un journal français de l'époque. Et tu sais, il y a eu un premier phénomène de racaillisation en France, un peu avant la Première Guerre mondiale, qui était ce qu'on appelait les Apaches. Et je me rappelle toujours de cette couverture du journal que j'aimais beaucoup. On voit deux gendarmes qui prennent par le bras un Apache et qui l'emmènent à la guillotine. Et le titre du journal, c'était les Apaches n'ont pas peur de la prison, mais ils sont terrorisés par la guillotine. Enfin, quelque chose comme ça en substance. Et c'est vrai que je suis convaincu que la peine de mort, en tant qu'épée de Damoclès, ferait baisser la délinquance. C'est évident, c'est absolument évident. Parce que ça voudrait dire, là les mecs on rigole plus. Là on rigole plus. Tu vois. Et Dieu sait si la délinquance française qui dévaste des zones entières de France, enfin c'est ça, c'est le message qu'il faut adresser aux racailles. C'est de dire les mecs là on arrête de rigoler. Tu vois. Donc je suis pour la peine de mort et je suis surtout pour la construction massive de prisons. Là, je pense qu'il faut au moins 100 000 prisons en plus en France. Et je suis aussi pour une politique judiciaire beaucoup plus répressive. Répressive. Beaucoup plus répressive. C'est-à-dire quoi? Par exemple, ça veut dire que... vis-à-vis des mineurs aussi? Parce que bien ça, sûr. C'est la grande question. Bien sûr. Ça veut dire que quand il y a des mecs qui passent plusieurs dizaines de fois devant un juge et qui ne prennent pas de ferme, mais c'est de la folie pure. Là, on est dans un monde de cinglés. Hein. Sachant que
Parce qu'on a vu la loi Taubira, c'est plutôt des réductions de peine. Ah bah oui, sûr, on vide, si tu veux. On casse le thermomètre, tu vois. On fait que casser le thermomètre pour essayer de donner l'illusion qu'il y a moins de délinquance. Le problème, c'est que on voit chaque année de plus en plus de racailles, chaque année l'économie parallèle accroît son emprise. Faut pas se foutre de la gueule du monde, au bout d'un moment. D'ailleurs, le sujet de la guerre contre la criminalité, c'est un vaste sujet. Mais je suis convaincu que si volonté il y avait de lutter véritablement contre la délinquance, ça n'existerait plus depuis très longtemps. D'accord. Alors, petite question, justement en rapport avec l'actualité. On me dit, Monsieur Abosi, que pensez-vous de l'affaire Morano, Nadine Morano et son instrumentalisation? Pour moi, si tu veux, c'est la marque de la folie du système. On nous ennuie, pour ne pas dire un mot plus vulgaire, avec cette affaire de race. La race n'existe pas en France. Puisque tu sais que l'Assemblée nationale, il y a, je crois, un an ou deux de ça, a aboli le mot race dans une grande partie des lois françaises. Oui, puis elle voulait même faire disparaître du dictionnaire, voilà. Il y avait un projet. Alors je vais te dire, moi je ne sais pas si le mot race est approprié, et de toi moi je m'en fous complètement, mais je sais que aux États-Unis, les gens pensent que la race existe. Et il y a notamment un monsieur qui pense que la race existe aux États-Unis, c'est monsieur Barack Obama, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « De la race en Amérique ». En tout cas, c'est sa traduction française. Voilà. Donc pour moi, c'est la folie. C'est une marque de folie, si tu veux. Qu'on s'acharne sur elle parce qu'elle a dit que le peuple français est historiquement un peuple blanc, européen. On sait que c'est pas non plus une grande lumière, mais très sincèrement, ce qu'elle dit, voilà, en fait, elle aurait dû peut-être dire anthropologiquement, le peuple français est un peuple ethniquement blanc, peut-être. Oui, voilà. Et puis tu vois, c'est de la folie parce que si tu veux, s'il suffit de remplacer le mot race par ethnie. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Franchement, voilà. Parce que en gros, moi, c'est pareil, quand je l'ai entendu, je me disais, ce qu'elle dit, de toute façon, c'est pas fou en soi, on la connaît. Mais il y a eu un déclenchement quand même sur elle. Ça prouve qu'en France, sur ces sujets-là, on ne peut pas. Et elle reprend une phrase, n'oublie pas, de Gaulle, qui a été attribuée à De Gaulle. Je sais pas si parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est pas, on sait pas si c'est De Gaulle. C'est perfide qui le dit. Mais en tout cas, elle est attribuée à De Gaulle. Exactement. Et le gaullisme, les gaullistes, généralement, la reprennent à leur compte. Donc, là, il faut être cohérent, messieurs les républicains. Vous prétendez gaulliste, voilà. Mais pour moi, si tu veux, c'est une affaire qui est tellement ridicule et insignifiante que je sais pas quoi t'en dire de plus. Mais c'est quoi? C'est quand même le marqueur du système, quand même, ces affaires de race, de machin. Bien sûr, ouais. C'est un curseur. Dès qu'on touche à ça, c'est. Voilà, ouais. Alors, de toute façon, c'est très simple. Parce que là, elle était vieille, quand même, de son poste. Je vais te dire, c'est toujours sa lumière, c'est que il faut créer un homme nouveau dépouillé de tout passé. Et la race est une façon de se rattacher à la filiation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, la race ne doit pas exister. Et puis demain, ça sera l'ethnique qui devra plus exister, tu vois. Et puis après-demain, ça sera la couleur de peau. Et puis peut-être encore après-demain, ça sera les couleurs de cheveux qui n'existeront plus, tu vois. Parce que moi, je me fais l'avocat du diable, mais c'est pas parce qu'il y aurait des races que ça veut dire... Parce que, en fait, peut-être ce qui est dans l'esprit des gens, c'est race égale supériorité des races. Je vais te dire ça, ça, tu vois, c'est là que les gens se révèlent. Parce que Morano ne dit que race blanche. Oui. Elle ne dit pas supériorité de la race blanche, mais elle dit, mais vous imputez ça à Morano, mais c'est vos idées à vous que vous projetez sur elle. C'est vous qui pensez ça. Parce que moi, quand j'entends race, oui, j'entends race. Oui, c'est vrai, elle ne dit pas, il y a une supériorité donc, de la race. Après, vous lui prêtez des arrière-pensées, mais attendez, là, on n'est pas sous l'Inquisition, là, on n'est pas en train de juger les arrière-pensées des gens. Ces arrière-pensées que spontanément vous lui imputez, moi, je pense qu'elles viennent de vous. Tu vois, je pense qu'elles viennent de vous. Mais effectivement, tu sais, de toute façon, je vais te dire un truc. Le pire des racismes vient de la gauche. Parce que le pire des racismes, qui pour le coup fait vraiment de la hiérarchisation, c'est lequel? C'est le paternalisme. C'est vous ne pouvez rien faire sans nous. Il faut que vous veniez dans notre pays parce que sans nous, vous ne pouvez pas vivre. Tu sais, c'est ce rapport absolument infâme qu'a la gauche avec les Noirs et les Arabes. Tu sais que moi, je ne suis pas xénophile, loin s'en faut. Mais franchement, le rapport qu'a la gauche avec les étrangers me répugne. Parce que ça, c'est le vrai racisme, cette espèce de paternalisme, ce paternalisme infantilisant, c'est dégueulasse. Mais c'est vraiment répugnant. Et j'espère que les Noirs et les Arabes vont arrêter, j'allais dire un mot vulgaire, allez, on va parler poliment, de se faire enfumer par ces gens-là, parce que franchement, c'est pas possible, quoi. Il faut que ça s'arrête là. Alors, on me dit... Bonsoir, monsieur Abosi. Je trouve bizarre le fait que vous conseillez le vote FN en tant que chrétien et donc traditionnaliste.
ce que vous prétendez et au vu de l'histoire maintenant connue du FN, de son orientation récente sur certains sujets et sur l'entourage actuel de Marine Le Pen, je trouve cela incohérent. Auriez-vous une réponse à ceci? Non, c'est pas le problème, parce que le but d'un parti n'est pas d'avoir la vérité doctrinale. Tu vois, le but d'un parti, c'est de prendre le pouvoir. Ça sert à prendre le pouvoir. Moi, le FN, si tu veux, son logiciel actuel, c'est un logiciel de gauche, républicain, jacobin, très ringard sur les questions économiques, mais je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le FN serve à faire du mal à la Ve République. Et le FN, si tu veux, est sur une ligne de crête, quoi. C'est-à-dire que soit il se fera récupérer par la Ve République et il collaborera à l'instar du Parti Socialiste et des Républicains, soit il aidera à la mise à mort de la Ve République. Effectivement, aujourd'hui, il est plus proche de la collaboration que de la dissidence. On est d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le vote FN. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une conjonction de phénomènes. Parce que le vote FN poussé par des Charlie, effectivement, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Mais un vote FN dans le cadre d'une France où les élites, bifurquent idéologiquement, et dans une France qui se serait réévangélisée, Marine Le Pen n'aura pas le même discours. Hein. Elle n'aura pas le même discours. Parce que quand même, on a l'impression qu'elle vire un peu les cathos, que justement, elle va sur cette ligne. Mais tu vois, jacobine, comme tu dis. Parallèlement, tu as Marion Maréchal Le Pen qui est intéressante. Ouais. Tu vois, qui elle est beaucoup plus centrée là-dessus, même si je pense qu'elle ronge son frein. Mais elle a quand même des discussions très intéressantes, tu vois, quand elle nous dit que la République ne doit pas effacer la France. Bon, après, elle est dans le système, elle ne peut pas aller aussi loin que là où je vais, quand je vais sur Meta TV. Ouais. Tu sais très bien. Parce que si moi, demain, je suis sur un plateau télé, je me fais fusiller. Hein, on me laisse pas parler, et puis voilà, tu vois, c'est... Bon. Mais tu vois, parallèlement à ça, il y a une espèce de flotteur droit, si je puis dire, qui est incarné par Marion Maréchal Le Pen, qui est potentiellement intéressant. Mais le vote FN en lui-même, je m'en fous. La représentation politique issue du vote, elle ne m'intéresse pas, je n'y crois pas, si tu veux. Et un vote ne changera pas l'histoire. En revanche, un vote peut être une arme pour alimenter un contexte précis. Donc tu vois, je te parle du vote FN, comme je peux te parler de la réévangélisation de la France ou du fait que les élites se réveillent. D'accord. Voilà. Mais le vote FN à lui seul, non, je n'y crois pas. Mais c'est pas le problème. Et je termine juste. Il ne faut pas agir en consommateur. C'est-à-dire que tu sais, penser qu'on fait l'histoire simplement par un vote, ça c'est un dérèglement de la pensée. L'histoire ne se fait pas par un vote. L'histoire se fait par la conjonction de millions de comportements. Et les Français, si tu veux, l'action politique ne se résume pas à un vote. Et le changement des mœurs est beaucoup plus important. Si tu veux, la révolution des mentalités, c'est le véritable moteur de l'histoire. Et moi, c'est là-dessus que je compte. Et c'est à ça que œuvre la nouvelle opinion publique, soit dit en passant. D'accord. Alors, on me dit, pourquoi ne pas voter pour un parti patriote comme l'UPR qui veut sortir de l'UE de l'OTAN et retrouver sa liberté? Parce que l'UPR n'est pas patriote français, l'UPR est patriote jacobin. L'UPR se bat pour la République, il ne se bat pas pour la France. Asselineau est un républicain jacobin. C'est son droit, hein. Je ne dis pas ça pour m'acharner sur lui. Mais Asselineau veut conserver la République. Il veut conserver l'anti-France. Or, le fond du problème, c'est cette anti-France. Parce que s'il n'y a pas l'anti-France, il n'y a pas d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Ou en tout cas, il n'y a pas la même. C'est-à-dire qu'on a en nous les défenses immunitaires. Parce que la mainmise américaine, elle est là. L'influence américaine, elle est là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le peuple est désarmé. Anthropologiquement, face à ça, si tu veux. Culturellement, il est désarmé face à ça. Et Asselineau, si tu veux, lui, il est pour le maintien de ce que j'appelle la République des Lumières. C'est un défenseur de l'anti-France. Il est pour le multiculturalisme, il est laïque. Ce qui est très intéressant, j'avais vu une vidéo d'Asselineau où, tu sais, il refaisait les billets des francs. Oui, tout à fait. Et bah, tu vois, la moitié des mecs qu'il met, c'est des mecs de l'anti-France. Il mettait Gambetta, je crois. Enfin, tu vois, oui, il y a Gambetta. Voilà, pourquoi pas Clémenceau, quoi. J'appelle au service de Sa Majesté, moi, Clémenceau, parce que c'était un agent d'Angleterre. Oui. Donc, Asselineau fait ce qu'il veut, hein, c'est un grand garçon. Mais pour moi, ce qu'il défend, c'est pas la France. C'est la République des Lumières. Et c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas concilier la France et l'anti-France. Le bien et le mal ne sont pas conciliables. D'accord. Bon, bah, moi, les choses sont dites. Mais ce que je dis là ne retire absolument rien de la qualité de ta critique. De la qualité de sa critique, voilà, sur l'Union européenne. Après, tu sais, au début Non, mais parce que ce que tu dis là, c'est une analyse du fond politique. De toute façon, il le renie pas. Lui, tout ce que tu dis là, voilà. Donc, tu vois, au début de la monarchie, de la Restauration, l'extrême droite monarchiste ultra
et la gauche libérale, parce que M. Macron a raison de dire que le libéralisme vient de gauche, c'est tout à fait vrai M. Macron. Alors les puceaux de gauche qui captent rien hurlent, mais je suis désolé, mais quand vous regardez l'histoire, c'est la vérité. Mais tu vois, ces deux forces politiques au début de la Restauration avaient fait tomber un ministère du centre, tu vois. Et la formule qu'ils avaient trouvée, c'était nous n'avons pas le même paradis, mais nous avons le même enfer. Tu vois. Donc avec Asselineau, c'est un peu pareil, encore qu'on n'a pas tout à fait le même enfer, parce que pour lui, la République n'est pas l'enfer. Mais on n'a pas le même paradis, monsieur Asselineau et moi. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la France enracinée et chrétienne. La République, j'en ai rien à foutre. Je te le dis franchement, je ne suis pas républicain, je le suis de moins en moins. Bah lui, il exalte l'histoire de France aussi sur ce côté de la République, et pour lui, l'émanation du peuple, le peuple, voyons. Voilà, le peuple français qui se prend son destin en main. Oui. Il a le droit d'y croire. Mais en tant que haut fonctionnaire, je sais qu'il ne croit pas à cette assertion. C'est pas possible qu'il y croie. S'il a la connaissance du réel que je pense qu'il doit avoir, il ne peut pas croire à il peut pas penser que le peuple est souverain. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout pas à cette époque-là en plus. Ouais, en plus. Alors, on me dit sur le thème des idées, un débat à Bozy, Pierre-Yves Rougeron un jour, ce serait très stimulant. Oui, tout à fait. Bah, si tu veux, Pierre-Yves Rougeron, j'ai pas lu son bouquin sur la loi de 73, c'est quelqu'un de brillant, hein, et ça serait intellectuellement malhonnête de le dire. Il a un logiciel républicain. Je ne le partage pas, ce logiciel. Finalement, mais beaucoup de gens, tout le monde est un peu sous le logiciel républicain. Mais moi, je l'ai eu très longtemps. Ouais. J'ai mis très longtemps à m'en dégager. Tu vois, je ne critique pas ceux qui... Enfin, c'est pas que je les critique pas. Je pense qu'ils sont dans l'erreur. Mais tu sais, les gens sont souverains. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne suis pas de gauche. Contrairement aux gens de gauche, j'autorise les gens à ne pas être d'accord avec moi. Et je ne pète pas un câble quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Tu vois. Donc Pierre-Yves Rougeron est un jeune homme brillant, mais là où je suis en désaccord avec lui, il peut faire des critiques très justes, notamment sur l'euro. Je pense qu'il est très bon sur la question de l'euro, mais effectivement, on n'a pas non plus le même paradis, si tu veux. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la République, c'est la France enracinée et chrétienne, et si possible monarchique. Alors, on me dit une question aussi. La réévangélisation de la France n'est-elle pas un doux rêve? Surtout si l'objectif est de s'opposer aux USA. Elle est en marche. Moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui se font baptiser, et d'ailleurs, j'incite toutes les personnes qui nous écoutent à se faire baptiser, parce que ça, je peux vous dire que le système aime pas. Hein. Je m'adresse aux métanotes. Vous savez, si la République s'est acharnée à déchristianiser la France, c'est pas pour rien. Et donc, baptisez-vous, soyez un bon chrétien. Et croyez-moi, ça, le système n'a pas aimé. Ça, c'est l'une des causes. Ça va métamorphoser votre vie dans tous les sens, y compris d'un point de vue matériel. Hein. J'incite vraiment les gens à le faire. Et on me dit souvent, monsieur Abozy, qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre le système? Bah, commencez par faire ça. C'est beaucoup plus efficace qu'un vote, qu'un bulletin de vote. D'accord. On me dit, quelle serait la première chose à faire pour retrouver notre souveraineté? Ne pensez-vous pas que le processus de désinternationalisation ne peut se faire d'un seul coup? Ce serait quoi, le premier acte fort à faire? Bah, le premier acte fort, c'est changer de régime. Hein. Puisque la Ve République a flingué la France. C'est la pire période de l'histoire de France en temps de paix. C'est absolument évident. Il y a l'âme de la France est sur le point de crever. Je pense qu'elle ne le crèvera pas. Le bon Dieu ne le permettra pas. Mais la Ve République a poussé la défrancisation à fond les manettes, quoi. Donc tu vois, l'immigration, la vassalisation à l'Union Européenne, aux États-Unis, etc. Il n'y a pas de souveraineté avec la classe politique qu'on a. Tous ces gens-là doivent dégager. Il faut un nouveau régime, quitte à ce que ce soit ce que je pourrais appeler une République zéro, tu vois. Un régime transitoire, qui serait une République qui ne soit pas dans la filiation des 5 républiques qui ont précédé, mais qui soit une république fondée sur l'héritage spirituel de la France, un peu comme voulait faire Pétain d'ailleurs, hein, parce que Pétain avait fait une constitution républicaine. Mais elle était très imparfaite, ceci étant, hein, sa constitution. Donc, moi il me semble que la seule façon de recouvrer notre souveraineté, c'est de changer de régime. Parce que il faut que, déjà, les fondements de notre société changent, les fondements de notre droit changent, et il faut surtout dégager cette classe politique de traîtres, quand même. Hein. Parce que ces gens-là, si Pétain est un collabo, excusez-moi, hein,
Quid de vous, messieurs et monsieur et mesdames, de la 5ème République, hein. Ouais. Vu tout ce que vous nous avez mis depuis plusieurs décennies, je crois que là il faut faire une émission pour lister toutes les trahisons des gens qui sont au pouvoir. Alors, on me dit pourquoi la grand-messe médiatique laisse-t-elle Zemmour et Onfray s'exprimer et pourquoi fait-elle un peu de pub pour la dissidence? Alors la pub pour la dissidence, je la vois pas beaucoup. Ouais, pas trop. Ouais. Et en plus, il faut s'accorder sur ce qu'on met derrière le mot dissidence, hein. Ouais. Mais écoutez, Zemmour et Onfray, c'est simple, hein, il y a quand même besoin de faire un peu de spectacle, et puis c'est Zemmour et Onfray sont tout simplement quasiment les deux derniers qui en font un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que le système a compris que pour faire du buzz, il fallait dissonner avec la doxa. Et sachant que bon, Onfray, pour moi, il y a des gens qui sexualisent Onfray. Il est très, il est républicain. Voilà. Aussi, il le mais dit, ça n'empêche pas que ce soit quelqu'un d'intelligent. C'est vrai qu'il apporte quand même sa petite idée de souveraineté. En fait, c'est rien que ça, cette idée-là, ça fait de lui un dissident, c'est vrai. Exactement. Donc, ouais. Et puis même sur l'immigration, il amorce une critique. Oui. Mais bon, Onfray, moi, il me fait pas rêver. Hein. Franchement, alors, il est brillant, il parle très bien, il écrit bien, Onfray aussi. Faut lui reconnaître. Moi, j'ai lu son bouquin sur Freud, j'ai trouvé très bien écrit. Mais bon, après politiquement, pour moi, il est tellement à des années-lumière de ce qu'il faut faire que bon, Et puis il a fait une tribune dans Le Monde qui est totalement ridicule récemment, où il s'adresse à Marine Le Pen, où il dit je suis un athée social, je suis pour le mariage gay, je sais pas quoi. Bon, ok. Si tu veux, Michel, si tu veux, tu fais ce que je vais te dire. Alors, on me dit la dite anti-France. Ne serait-elle pas simplement un peuple étranger et sournois éternellement hostile à nous qui est aux commandes en jouant sur l'émotion et l'empathie? Alors je crois savoir quel réseau communautaire est visé, ouais. Mais je dis non, l'anti-France, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Non, c'est pas ça. L'anti-France, c'est la République des Lumières. Après, la République des Lumières va s'appuyer sur des réseaux communautaires qui ne partagent pas l'héritage spirituel de la France. Mais tu sais, tu prends l'affaire du rabbin Bernheim, qui s'est opposé au mariage pour tous. Ouais. Et moi, j'avais vu des extraits des commissions parlementaires, et j'ai pas de judéophilie. Je suis obligé de reconnaître que le rabbin Bernheim, c'est le mec qui avait le plus retourné les mecs de la commission, tu vois. Ben, le rabbin Bernheim, qui était contre le mariage gay, donc il était contre une avancée de fait de la gauche, du progressisme, du mondialisme, et ben la République lui a rappelé qui était le patron, parce qu'il a sauté. Ouais, donc il faut pas inverser la hiérarchie. Donc en France, il y a des réseaux communautaires, faut pas les nier, mais le big boss, c'est la République des Lumières. Ouais, c'est-à-dire que même ces réseaux communautaires, s'ils transgressent certaines lignes, on va dire... Évidemment. Évidemment. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois un mec comme Zemmour, qui est de confession juive, il se fait lui aussi nazifier, il se fait aussi fasciser, entre guillemets, tu vois, on le traite de raciste, je sais pas quoi. Bien sûr. Donc, tu vois, là, il y a une attaque de Guy Bedos, notamment sur Zemmour, il y a pas assez récemment, là. Donc, voilà, c'est... ça le protège pas, en tout cas. Voilà, c'est que tu vois les limites du truc, quoi. Il y a des limites, voilà. Alors, on me dit, alors ça c'est... Et puis, tu sais, il y a aussi des Français de confession juive qui sont patriotes. Tu sais, j'oublie pas que la meilleure histoire de Vichy qui a été écrite a été faite par Robert Aron. Ouais. Pétain avait un nègre qui était juif aussi. Et puis, tu vois, je pense à mon camarade Jonathan Moidab aussi, tu vois, qui fait du très bon boulot. Donc, voilà. Il faut trier le bon grain de livret. Alors, il y a une question, c'est vrai, intéressante. On me dit, Chavez n'était-il pas un chrétien de gauche? Est-ce compatible selon vous? Alors, beaucoup de gens s'emballent sur Chavez. Moi, je t'avoue que je suis totalement indifférent, quoi. D'accord. Et pour moi, chrétien... Mais c'est vrai qu'on peut pas le qualifier de chrétien de gauche, justement, quand même, Chavez, parce que... Je connais pas le dossier. Ouais. Je vais il dire, est quand même un peu nationaliste, chrétien... Je veux pas parler du cas Chavez. J'évite de plaider les dossiers que je connais pas. D'accord. Voilà. Après, ce que je sais, c'est que je crois qu'il mélangeait le Christ avec le marxisme. Oui. Je sais pas comment il faisait. Sincèrement, si tu veux, la finalité de la vie chrétienne est céleste. Je suis pas sûr que Chavez disait au peuple vénézuélien, sauvez votre âme. Voilà. Alors, on me dit aussi, Monsieur Abosi, avez-vous un ou plusieurs livres à nous conseiller à propos des organisations internationales qui aillent un peu plus loin que l'idéologie dominante universitaire? C'est très vague comme question, ça je t'avoue, je comprends à moitié en fait. D'accord. Mais sur qui tire les ficelles, on peut renvoyer le bouquin de Pierre Hillard. Pierre Hillard, c'est ce que j'allais dire, c'est Pierre Hillard. Mais lisez du Pierre Hillard, lisez du Coston, lisez du Baudelomény, ça fait pas de mal. Alors, Monsieur Abosi, vous parlez beaucoup d'héritage spirituel de la France. Pouvez-vous nous préciser vos références? Parce que si j'en crois le Christ,
Vous êtes un hypocrite. Ah bon? Il a le droit de le penser. Mais après, donc ce métanote sonde les reins et les cœurs du Christ, il a beaucoup de chance et je l'envie. L'héritage spirituel de la France, ce sont toutes les traditions spirituelles qui ont fait la France, et en particulier, c'est ce qu'on appelle le pacte de Tolbiac, qui a été fait entre Clovis et le bon Dieu, et qui a été renouvelé par Jeanne d'Arc à travers cet acte qu'on appelle la triple donation. La triple donation. Ah bah je vois que tu connais. Jeanne d'Arc, j'ai fait plusieurs émissions, j'en ai mangé de la Jeanne d'Arc. Je connais très bien la triple donation. Il faut renouveler le pacte entre le bon Dieu et la France, et j'allais dire entre l'élite politique française. Voilà. Et de là découlera le salut de la France. Sans ça, pas de salut. J'en suis intimement convaincu. Mais cette réévangélisation, clairement, parce que des prêtres, il y en a de moins en moins, par exemple. Oui, mais alors après, il y a la question de Vatican II. J'évite d'entrer là-dedans, parce que tu sais, je suis jeune. J'ai mon opinion sur la question, et les gens la devinent. Mais j'évite d'en parler parce que je suis jeune. Et je t'avoue qu'il y a beaucoup de théologiens amateurs sur YouTube Dailymotion qui m'ont tellement cassé les oreilles, et je trouve tellement mal placé pour en parler. Tu as raison, mais en même temps, les gens qui vont... moi, autour de moi, les gens qui me contactent et qui m'évoquent tout ça, parce que j'ai beaucoup de remontées de ça, c'est pour ça que j'en parle, sont des gens qui vont pas vers l'église conciliaire. Donc, moi, j'en suis convaincu. Je te le dis franchement, j'en suis absolument convaincu de ce retour. Mais effectivement, j'ai beaucoup de mal à détailler là-dessus, parce que on traite tellement d'un sujet intime pour les gens que je ne peux pas deviner, si tu veux, le fort intérieur des millions de gens. Maintenant, je pense qu'on va aller dans ce sens-là. J'en suis convaincu. Alors, on me dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme, base de notre Constitution, est déclarée sous les auspices de l'être suprême. Qui est cet être suprême au-dessus de toutes nos lois? Tu sais, à l'époque, les mecs qui ont écrit ça étaient plus ou moins francs-macs. Et puis, tu sais, ils étaient déjà dans une logique de décatholicisation de la société. Donc, on a essayé ces gens-là ont essayé de javeliser le catholicisme, ou de javeliser la religion. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, petite parenthèse, c'est pas tout à fait le même document. C'est la Déclaration de 48, tu sais, qui a été faite par René Cassin. Mais ceci étant, donc l'être suprême, effectivement, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est très curieux comme tournure, probablement d'origine maçonnique. Et donc, dans ces cas-là, si tel est le cas, j'ai pas le tampon béton, mais il y a un faisceau d'indices qui laisse supposer que. Donc, peut-être que pour ces gens-là, tu sais, c'était une sorte de déisme. Mais tu sais. Vous êtes imprégné quand même. Oui, voilà, c'est ça. C'est fait pour faire mal penser, si je puis dire. Il ne faut pas aller vers la vérité. Nous sommes dans un monde qui repose sur le mensonge, et il ne faut pas aller vers la vérité. Voilà. Alors... Dans la logique du système, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Adrien pense-t-il, comme Pierre Hillard, que les racines du mondialisme se trouvent dans la religion juive? CF, l'émission géniale de Pierre Hillard à Méta TV. Si tu veux, il y a différents moteurs. Et effectivement, il y a des réseaux communautaires juifs qui ont participé à la mise en place du mondialisme. On parle souvent des Rothschild. Lui, Pierre Hillard, ici, il avait beaucoup parlé d'une alliance judéo-protestant, en fait. Ce qui est très intéressant, si tu veux, c'est le cas Cecil Rhodes, qui effectivement est un oligarque anglais, mais Cecil Rhodes a pu faire ce qu'il a fait parce qu'il a été sous la finance de Rothschild. Donc si tu veux, il y a des éléments qui sont absolument incontestables d'un point de vue factuel. Après, ce n'est pas le moteur unique. Tu prends un mec comme par exemple Koudenov-Kalergi, je crois qu'il était autrichien, donc catholique, et qui moitié japonais aussi. Oui, tout à fait. C'est un personnage assez fascinant. Mais tu vois, il était catho, tu vois. Donc effectivement, parmi les moteurs du mondialisme, on retrouve des éléments des élites juives. Mais il ne faut pas s'attarder uniquement sur celui-ci. Et j'ai envie de dire, c'est presque dommage, parce que ce serait très facile, si tu veux. Mais ceci étant, le boulot que fait Pierre, vraiment, je rends hommage au travail de Pierre Hillard, qui fait depuis 15 ans, parce que le travail qu'il a fait sur le mondialisme, parce qu'il n'a pas que parlé de la religion juive, il a parlé de plein de choses. Il parle de toutes ses ramifications. Bien entendu. Je l'appelle le pape du nouvel ordre mondial. Voilà, mais Pierre comment te dire, il a détricoté le truc, quoi, tu vois, son travail de recherche sur la régionalisation. D'ailleurs, Pierre, tout le monde le pompe,
Et il est quasiment jamais cité. Jamais cité, c'est vrai, c'est vrai. Il est quasiment jamais cité. Tout à fait. Je ne dis pas de nom par charité chrétienne, Ouais, moi mais, aussi, mais les gens qui font du copier-coller sans jamais citer Pierre, bon, voilà, c'est... Parce qu'il est souvent repris, mais voilà, et comme effectivement, Mais tu on ne le sais, cite pas. pour les racines du mondialisme, parallèlement à la question juive, il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est qu'à la base, il y avait un ordre chrétien en Europe, et cet ordre chrétien, le problème, c'est qu'il s'est auto-détricoté à beaucoup d'égards. Et je renvoie les gens à un livre exceptionnel de l'amiral Offand, qui s'appelle « Le drame de la désunion européenne ». Tu vois ? Le drame de la désunion européenne. Et si tu prends les moteurs en France, enfin les explosions de mondialisme en France qui ont été 89 et 1944, Ouais. bah, je suis désolé de dire, mais c'est pas les Juifs qui l'ont fait. Tu vois. Et je ne dis pas ça par judéophilie. Tu vois, je ne suis ni judéophile ni antisémite. J'essaie de regarder les faits tels qu'ils sont. Et je dis que les faits n'ont pas une vision aussi réductrice. Voilà. Okay. Et déjà, si je te dire, si on mettait à l'amende les Lumières, on aurait fait 99% du boulot. Renouons avec notre héritage spirituel, parce que si tu veux, le mondialisme, sous Philippe Auguste ou Saint-Louis, il n'aura pas tenu très longtemps. Hein. On me dit, j'avoue, alors, une question un peu polémique, on me dit, j'avoue avoir du mal avec la manière dont vous parlez des réfugiés. Vous ne dites jamais pourquoi et à cause de qui ces personnes sont dans cette situation. Les fautes, les gars, les fautes. Eh ben, j'ai envie de dire, quand bien même je ne le dirais pas, ça ne change absolument rien au fait que ces mecs-là n'ont pas à foutre les pieds chez nous. C'est tout. Alors ceci dit, on en a déjà parlé, hein, des responsables potentiels, donc le monsieur n'écoute pas très bien. C'est pas grave, mais en ce qui concerne les réfugiés, vous avez du mal. Tu sais, moi je note que beaucoup de Français d'origine immigrée se sentent rassurés par le fait, enfin Français d'origine immigrée, ce que j'appelle moi très souvent des Français administratifs. Il y a des Français d'origine immigrée qui sont authentiquement acquis à la cause française. Je note qu'il y a aussi surtout beaucoup de Français administratifs. Ces gens-là sont rassurés par le fait qu'un maximum d'immigrés viennent en France et ils sont favorables à une espèce d'immigration constante. Je suis désolé, mais si vous êtes français, vous devez vous opposer à ce phénomène-là. Si vous êtes acquis à la cause française, vous devez vous opposer à l'immigration de masse. Et tu vois, quand j'ai des réactions comme ça, il ne faut pas s'étonner derrière que moi je sois pour la immigration. Parce que ça, pour moi, c'est la 5e colonne. Pour moi, c'est la 5e colonne. Hein. Je suis désolé de le dire, hein, mais bon. Voilà. Alors, et quelles que soient nos fautes, les déserteurs syriens n'ont pas à foutre le pied en France. C'est tout. On me dit, que pense notre invité de Vladimir Poutine ? Bah, je pense qu'il est russe. Et qu'il défend ses intérêts russes, voilà. Il défend ses intérêts, en tout cas les intérêts de son oligarchie. Il les défend certainement beaucoup mieux que la France défend ses intérêts. Tu sais, Poutine défend ses intérêts, c'est absolument incontestable. Donc nous, ça nous fait bizarre, parce qu'on n'a plus l'habitude on n'a plus l'habitude de ça, c'est vrai. Et puis il a une grande popularité en Russie. Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre entre la enfin, je sais pas comment on peut dire, poutinolatrie, et si tu veux, la critique systématique que les médias font de Poutine. Poutine ne me fait pas rêver. Moi, Poutine, j'attends qu'il fasse... je crois que c'est ce qui lui a été demandé... il a été demandé à la Russie, la Russie, pour effacer la révolution, la révolution communiste devait se consacrer au cœur immaculé de la Vierge. J'attends que Poutine consacre la Russie au cœur immaculé de la Vierge. Et je suis comme la France, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Fatima, si je ne me trompe pas. Ouais. Et là, franchement, s'il fait ça, je dis, ah putain, chapeau bonhomme. Tant qu'il ne l'a pas fait, il valide les causes du mondialisme. Tu vois ? Il valide cette société qui repose sur la lumière, qui repose sur le matérialisme, l'individualisme, etc. Après, donc, d'un point de vue matériel, il défend les intérêts de son pays, il le redresse en partie. Mais je ne veux pas qu'on troque la vassalisation aux États-Unis par la vassalisation à la Russie. Donc Poutine, très certainement grand homme d'État russe, ami de la France, à voir. Mais on peut s'appuyer sur la rivalité Poutine-États-Unis pour nous dégager de notre vassalisation. Donc il y a peut-être effectivement des choses à faire avec lui. Quelque chose à faire avec lui, quoi. En tout cas, il défend l'intérêt de son peuple, et ça, c'est tout à son honneur, on pourrait dire. Alors, on me dit, ne pensez-vous pas que le catholicisme a perdu sa sève spirituelle et que c'est justement ça qui a provoqué la chute de la France ? 100% d'accord. D'accord. C'est-à-dire que les élites françaises catholiques se sont suicidées et elles ont entraîné... C'est pour ça que tu vois, sur la question juive, je suis mesuré. C'est que si les élites françaises avaient conservé leur logiciel, jamais la France, déjà,
ne se serait laissé dominer par les anglo-saxons, parce que c'est quand même le fond du problème. Hein. Le fond du problème, c'est notre défaite face aux anglo-saxons, tu sais, à la période charnière, révolution, empire. Donc début du 19e. Ouais, c'est le fond du problème. Et on avait toutes les cartes en main. On avait toutes les cartes en main et voilà quoi. Il y a eu ce long pourrissement, mais bien sûr, ce métanote est très, très inspiré. Alors, on me dit aussi, alors j'avais vu une question, voilà. On me dit créer un homme nouveau, déraciné, dépossédé de son passé, mais quel est le but au final? Parce que si tu veux, les philosophes des Lumières étaient fascinés par la notion de raison. Tu vois. Et je crois que c'est Diderot qui avait la formule suivante, attends, laisse-moi me rappeler, il disait que la raison est aux philosophes ce que la grâce est aux chrétiens. Et en fait, si tu veux, les philosophes des Lumières voulaient que l'individu soit dépossédé de son passé, de ses déterminismes, pour que l'individu ne se détermine plus que par la raison, que par l'exercice de sa raison. Et les philosophes des Lumières ne voulaient pas que cet exercice de la raison soit entravé par justement des préjugés familiaux, religieux, etc. Et il faut lire le livre de M. Vincent Payon, La Révolution française n'est pas terminée. Il y a tout dedans. L'école est un lieu de transsubstantiation qui doit transformer l'élève en républicain, je cite, et il te dit qu'il faut abandonner vos déterminismes religieux, familiaux, etc. Et il le dit même dans le JDD, hein. Il a ressorti quasiment une phrase texto dans un interview du JDD en 2012. Oui, puisqu'il avait même, c'est lui qui avait dit la laïcité, la religion de la République. Ouais, et il avait eu même la franc-maçonnerie, je crois. Je crois qu'il y avait de la maçonnerie et la nouvelle religion de la République. Il était allé encore plus loin là. Voilà. Mais remercions-le pour sa franchise. Au moins, oui. Moi, je préfère que les choses soient claires. Hein, je veux pas le, tu vois, bien sûr. Ouais. Ça me... Alors là, il y a une question évidemment qui a été bien sélectionnée par les métanotes. N'y a-t-il pas contradiction entre soutien de la peine de mort et catholicisme? Tu ne tueras point. Non, c'est pas du tout une contradiction. C'est qu'au bout d'un moment, il faut protéger une société. Il faut protéger la société contre les gens qui contribuent à son implosion, si tu veux. Donc, le devoir d'un chrétien, c'est de faire une société dans laquelle la société est ordonnée pour que nos âmes aillent au ciel. Alors je sais que c'est ringard totalement de dire ça aujourd'hui, mais voilà, c'est ça. Donc si tu veux, tu ne dois pas tolérer la présence d'assassins dans la société. Et pour l'ordre de la société, l'individualité doit dégager. Alors tu vois, il y aurait toute une émission à faire sur l'individualisme. Et le fait que la gauche a violé les cerveaux parce qu'on raisonne systématiquement avec un logiciel individualiste, c'est-à-dire centré sur l'individu. C'est-à-dire le migrant qui débarque, c'est dramatique parce que cet individu est pauvre, il n'a rien, il a perdu sa famille, etc. Mais moi, je ne raisonne pas par rapport à cet individu, je raisonne par rapport à ma collectivité française. Et ma collectivité française, les intérêts de cette collectivité française me disent que ce mec-là ne doit pas foutre les pieds chez moi. D'accord. Mais ça mériterait des ordres du développement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore là, oui. N'êtes-vous pas en contradiction avec Tepa concernant l'esprit des Lumières dont Tepa, il me semble, alors là c'est il te semble, effectivement mon cher, mais il te semble seulement, a revendiqué plusieurs fois son admiration à Méta TV et a aussi contribué à une partie importante de son éducation. Cam porte bien son nom. Oui, là ouais, là Cam c'est plus le vélo là, parce que bon, premièrement, alors parce que c'est une question qui est un peu adressée à moi aussi, je n'ai jamais revendiqué, comme tu dis, plusieurs fois l'esprit des Lumières, ou alors tu nous trouves la vidéo, hein, et puis on va même balancer la vidéo avec Ben Ajam sur l'esprit des Lumières, oui, voilà, puisque celle-là on l'a. Mon admiration surtout, alors là j'aimerais bien aussi que tu me retrouves les images, mon cher, et une fois que tu auras retrouvé ça, on en reparle, parce que ça, vraiment, faut mais pas dire de ceci bêtises. Étant, nous avons tous été imbibés des Lumières. Ah ça oui, et, on était imbibés, c'est autre chose. Et je peux te dire que moi j'ai mis des années. J'ai mis des années à m'en désimbiber. Et j'ai encore certainement des restes. Bien sûr, bien sûr. Et puis plus, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout avec Adrien, hein, aussi, ça c'est... Faut aussi remettre les choses en place. Qu'est-ce que vous me dites? Oui, que pense Adrien? Ça c'est une petite question un petit peu historique de l'épopée napoléonienne. Il y aurait des milliards de choses à dire dessus. Ouais. Je pense que le drame de Napoléon, c'est qu'il n'a pas su... En fait, il a validé la substitution de l'héritage spirituel de la France par les Lumières, et c'est la cause de sa défaite.
Ah, ça c'est intéressant. Mais il y a des milliards de choses à dire sur Napoléon. Mais après, homme. Mais il a validé quand même la Révolution française, Napoléon. Bah, tout à fait. Alors, il a essayé de la concilier, tu vois, en faisant le Concordat et compagnie, mais tu peux pas concilier la France et l'anti-France. Il a essayé Voilà. un peu de Donc, Napoléon, faire un mélange. personnage exceptionnel, bien entendu, au destin plus qu'exceptionnel, Ouais. Napoléon. Comment ne pas être fasciné par toutes ces victoires accumulées? Une armée française quasiment invaincue pendant plus de 10 ans. C'est absolument fabuleux. Moi, je regrette que Napoléon n'ait pas été au service de Louis XVI. Tout simplement. Alors, une dernière question. On me dit des auteurs d'histoire sur la monarchie française à nous conseiller. Oui, alors il y a le fameux Jacques Mainville et il y a Franz Funk Brentano. Beaucoup moins connu, mais passionnant. J'invite les gens à lire son livre notamment qui s'appelle Ce qu'était un roi de France. Ouais. Livre très beau, très touchant. Même, il faut tout lire de Franck Brentano. En plus, il a un très beau style. Et c'est vraiment, on est très loin de l'académisme jacobin aujourd'hui, qui a un style totalement impropre, informe. Mais surtout, ouais, Franz von Brentano, Pierre Gaxotte de l'Action française. Voilà. Mais la lecture que je recommande le plus ce soir, c'est vraiment Baudeloménie. Oui. Baudeloménie, ça m'a profondément marqué. Et en plus, pardon de le dire, une âme française prend son pied à lire Baudeloménie parce qu'il a un super style. Donc t'as le fond et la forme. Le fond et la forme, d'accord. Allez, une dernière. Vas-y. La question subsidiaire, on me dit, seriez-vous favorable à un coup d'état militaire en France? Parce que ça, c'est la question. Alors, on a reçu ici le colonel Chamail lundi, je lui pose la question, il a dit c'est complètement illusoire. Je pense que c'est complètement illusoire, et puis tu sais, pour faire quoi? C'est ça la question. Un coup d'état militaire, pourquoi faire? Et sachant que je pense que l'armée française aujourd'hui est totalement républicaine, enfin, je crois pas une seconde. Hein. Elle est très légaliste. Si tu veux, les forces de l'ordre sont très légalistes. En tout cas, lui, ce qu'il avait l'air de dire, c'est qu'en plus, à très haut niveau, en tout cas au niveau des officiers, des hauts gradés, il y avait un consensus total et qu'il ne fallait pas compter sur eux. Je t'avoue que je n'ai pas de connaissance de l'état d'esprit des gens de l'armée. Moi, ce que j'espère, c'est que ces gens-là seront s'éveiller à... Je radote, hein, je suis désolé, mais à cet héritage spirituel de la France, parce que notre salut ne passera que par ça. Que par ça. Que ce soit pour régler la question de l'immigration, de la vassalisation aux États-Unis, même la crise économique, enfin tout est lié à ça. Tout est lié à ça. Eh ben, écoute, donc baptisez-vous. Révolutionnez-vous. Je suis désolé. Ça va pas plaire à beaucoup de monde. J'ai un petit côté évangéliste américain. Je suis très très mal dans ce costume, mais je crois vraiment que c'est l'une des meilleures choses que les gens peuvent faire pour emmerder le système. D'accord. Et pour relever la France. Un petit mot aussi sur... Un petit mot, oui, bien sûr. On se retrouvera donc le 13 novembre. Tout à fait. Pour une émission spéciale sur... L'amiral Darlan. Ah, ouais. Et le 13 novembre est une date extrêmement importante dans l'histoire de France. Le 13 novembre, en fait, c'est l'anniversaire du 13 novembre 1942, qui est une date extrêmement importante dans l'histoire de France, une date clé dans l'histoire de France, qui nous permet de comprendre la véritable politique de Pétain. On ne comprend pas Pétain si on ne comprend pas Darlan. Donc, je pense que nous allons faire œuvre de salubrité publique. Ok. Voilà, écoute, je vais envoyer la sauce, comme j'avais fait pour Pétain, comme j'ai fait pour Végan aussi, j'ai fait une petite vidéo de réponse à Asselineau. Et maintenant, on va s'occuper du cas Darlan pour essayer de... Moi, je veux que les Français s'imbibent de leur histoire. Moi, l'histoire m'a sauvé. Je dois tout à l'histoire. Je dois à l'histoire mon élévation intellectuelle, et je dois à mon élévation intellectuelle mon élévation sociale. Si je n'avais pas eu d'histoire, je ne serais pas avocat aujourd'hui. Et je serais chômeur, je ne vais pas te mentir, je ne serais rien socialement. Donc l'histoire m'a sauvé, l'histoire donne du goût à la vie, l'histoire permet la compréhension du présent, l'histoire permet l'élévation de l'esprit, et sans l'histoire, je ne serais pas français, quoi, tu vois, c'est... Si le système cherche à effacer les programmes d'histoire, enfin à effacer l'histoire française, c'est pas pour rien. Donc je vous invite vraiment aussi, chers métanotes, à vous imbiber de l'histoire de France, qui est en plus plus passionnante, tu meurs. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai remarqué, ça, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tous les gens qui sont imprégnés d'histoire et qui adorent l'histoire, c'est souvent les gens les plus actifs dans le présent. Et évidemment. Parce que l'histoire te permet... Parce que tu sais, moi je suis un des rares dans ce qu'on appelle la dissidence, à essayer de donner des portes de sortie. Pourquoi? Parce que je suis imbibé d'histoire,
et que l'histoire me permet une mise en perspective et me permet de dégager, si tu veux, certains éléments. J'aurais pas pu dégager la notion de nouvelle opinion publique sans Augustin Cochin et sans François Furet. Je n'aurais pas pu. Tu vois. Je n'aurais pas pu te parler de bifurcation des élites si je n'avais pas lu Baudelomini. Donc je dois tout à l'histoire. Mais vraiment, et c'est un slogan que je répète, lorsqu'on n'a pas de connaissance profonde d'histoire, politiquement, on est condamné à être un crétin. Ou en tout cas, à ne pas tout comprendre. Tu vois. La culture historique, je crois qu'il n'y a même pas d'intelligence possible sans culture historique. Je te le dis franchement. Parce que sinon, on est un poisson rouge, tout simplement. Donc, baptême et découverte de l'histoire de France, ça, c'est vraiment la... Ce sont les deux vaccins, quoi. Tout à fait, voilà. C'est le terme. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Adrien. Mais c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Nous aussi, grand plaisir. On se retrouve, de toute façon, le 13 novembre. Ouais. Nous, on se retrouve vendredi, émission. En plus, ça va être La Gauche m'a tué. Ça va te plaire aussi. Bah, je salue Mike Borowski qui fait un très bon boulot. Voilà, donc on sera avec Mike Borowski, justement. Et La Gauche m'a tué. Ça va être dans la continuité un petit peu de ce soir. Ils vont... Alors, comme ça va conforter l'image d'extrême droite. Donc, en tout cas, on va en apprendre beaucoup aussi. Et puis, merci à tous les métanautes. Merci à la régie, à Steph, à Mika. Et merci aux modérateurs aussi qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à tous les connectés, merci à tous ceux qui nous regardent. On se retrouve vendredi parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde. À bientôt.